Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du Salon littéraire, le podcast qui parle de littérature et de toutes les littératures. Et aujourd'hui, un salon littéraire un peu spécial à plusieurs titres. Tout d'abord parce que nous n'allons pas parler que de littérature, nous allons également parler de cinéma, et aussi parce que je suis accompagné aujourd'hui pour faire ce salon littéraire de Louis Sarkozy. Bonjour Louis et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à vous, merci de m'avoir sur votre programme, c'est un grand plaisir. Avant peut-être de commencer et de présenter à nos auditeurs le programme et la thématique que nous allons évoquer, même si évidemment dans le titre de l'émission ils l'auront un petit peu, mais je vais peut-être vous laisser vous présenter. Avec grand plaisir. Moi je m'appelle Louis Sarkozy. J'ai publié sur le sujet de l'histoire quelques articles dans les 5 dernières années aux États-Unis, principalement où je vis. Donc en anglais bien évidemment, et j'ai coécrit avec ma mère Cécilia en 2019 un livre qui s'intitule Une envie de désaccord, qui est en vérité un échange de lettres entre deux générations, avec le but de tacler des sujets qui sont considérés nucléaires, intouchables dans la sphère politique moderne. Voilà. Donc nous on était très intéressés d'avoir un dialogue, c'était un dialogue qui se passe chez nous, naturellement, autour de la table dans les dîners, pendant les vacances, et on voulait reproduire ça en s'écrivant des lettres, en montrant que le désaccord est possible entre les générations. Donc c'était une expérience absolument agréable. J'ai publié ça en 2019 et je sors en mai 2024 donc un livre sur les lectures de Napoléon, donc en Angleterre et aux États-Unis, qui s'intitule La librairie de Napoléon, l'empereur, ses livres et leur influence sur l'époque napoléonienne. Donc le livre est écrit en anglais, il sera traduit et publié en France, je pense 4, 5, 6 mois après la sortie en Angleterre. Oui, et puis on aura l'occasion déjà d'en parler un petit peu avant sa sortie aujourd'hui dans cette émission. Juste avant peut-être de passer au thème, l'ouvrage que vous présentez là, que vous avez écrit avec votre mère, je trouve le format très intéressant. J'avais juste une question, est-ce que c'est des lettres que l'un et l'autre prenaient connaissance au moment où ils la recevaient, ou est-ce que c'est une coécriture, ou est-ce que vraiment chacun envoyait la lettre à l'autre et il ne savait pas du tout l'autre ce qu'il allait recevoir comme lettre? Alors bien sûr on savait le sujet, il y avait des chapitres. Oui, évidemment. Donc, le sujet c'est, enfin on n'est notamment pas très d'accord sur le nucléaire, on n'est pas très d'accord sur le féminisme, grand désaccord sur la religion, donc l'éditeur nous mettait sur un sujet, on écrivait chacun une lettre, on décidait qui allait en premier, on s'envoyait la lettre et effectivement au moment où je recevais la lettre de ma mère ou vice versa, on ne savait pas du tout, enfin on savait la position parce que c'est ma mère et je suis son fils et nous nous connaissons comme ça un petit peu quand même, mais on ne savait pas l'angle qui allait être taclé, on ne savait pas du tout ça. Donc une fois que j'ai reçu, c'était la surprise et donc on devait répondre. Donc c'était à peu près une semaine ou deux qu'on passait sur une lettre et chaque chapitre compte 7, 8, 9 lettres. Bon, mais en tout cas, ça a l'air très intéressant comme format d'écriture et je vous félicite encore une fois pour la publication de cet ouvrage. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler de Napoléon. Vous disiez qu'en mai prochain, vous publiez un livre sur Napoléon en tant que lecteur. Et justement, on avait eu l'idée dans le cadre, parce qu'on a fait connaissance via Twitter, via mon compte Twitter des mémoires d'Adrien. Nous avons eu l'idée de faire cet épisode, non seulement pour présenter en amont cet ouvrage, pour parler de vos lectures également à vous, mais également de parler du film de Napoléon, parce qu'on est dans la période de la sortie de ce film de Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. Vous l'avez vu vous en avant-première, je l'ai vu moi hier au moment où on tourne l'épisode, et on s'est dit avant de parler de votre ouvrage, avant de parler de vos lectures, ça serait intéressant de donner notre avis sur ce film, sur ce Napoléon de Ridley Scott, et je crois qu'on va essayer de briser tout suspense. Aucun de nous ne l'a aimé, hein, c'est ça. Je vous laisse donner votre avis de manière générale, mais je spoil un peu, j'ai absolument détesté et j'ai même trouvé grotesque et gênant ce film. Voilà, je commence fort. À vous, quel est votre avis général avant de rentrer un petit peu dans les détails? Bah écoutez, moi je suis complètement d'accord avec vous. Alors juste une petite préface avant de donner mon avis. Moi je suis un fan de Ridley Scott. J'ai vu Le Royaume des Cieux, que je trouve, mais c'est vraiment dans le panthéon de mes films, un chef-d'œuvre sans nom. J'ai vu Gladiateur, qui est vraiment quelque chose d'incontournable pour moi dans ma jeunesse. J'aime beaucoup la Rome antique, l'Antiquité. Ces deux films, bien sûr, sont truffés d'erreurs historiques. Ça n'empêche pas que c'est des grands films. C'est des beaux films. Un jeu d'acteur exceptionnel, des dialogues géniaux, la musique inspirante, les scènes épiques, mais vraiment des très beaux films. Donc j'entends, il y a un an et demi, que Ridley Scott sort la biopic sur Napoléon Bonaparte. Alors napoléonophile, moi je suis totalement ravi de cette nouvelle. J'entends que c'est Joaquin Phoenix, et là je me dis ça y est, 180 millions € de budget, l'acteur
connu, talentueux, le génie de notre génération, le grand directeur qui a l'habitude de faire l'épique historique, ça y est, c'est le film, c'est définitif, ça sera le Laurence d'Arabie de Napoléon. Et je vais le voir, comme vous le dites, avec la Fondation Napoléon pour la première à l'Arlequin, et c'est un naufrage. Voilà, j'ai pas d'autre mot, c'est une catastrophe. En voulant couvrir 20 ans en 2 heures et demie, ce qui est un challenge intéressant pour un directeur qui a déjà été fait, d'ailleurs on pourra en parler. Ridley Scott ne couvre rien du tout. On survole d'Égypte en Russie, on n'y comprend rien. Je pense que en termes de temps de scène, il passe 7 ou 8 minutes en Égypte. La Russie aussi 7 ou 8 minutes, Sainte-Hélène 4 minutes, enfin on n'y comprend rien, ça va d'une vitesse déconcertante, il n'y a absolument aucun développement des caractères hors Napoléon et Joséphine, comme vous l'avez dit avant qu'on commence cette conversation, Murat n'existe pas, Ney n'existe pas, à part Junot je pense pendant Toulon, il n'y a aucun maréchal, Talleyrand ne communique rien de son génie, rien de l'ambivalence de la rivalité. Barras effectivement est présent au début, mais on a vraiment l'impression que c'est ce que les Américains appellent un placeholder, c'est-à-dire qu'il tient la place, mais lui n'a aucun caractère. Voilà. J'ai trouvé que Joséphine a joué pas mal. Vanessa Kirby pour moi est la grande révélation de ce film. Bien sûr, elle ne ressemble à rien à la Joséphine réelle, mais encore une fois, moi je suis d'accord avec vous. J'ai vu votre tweet. Je ne suis pas là à dire c'est truffé d'erreurs historiques, l'uniforme n'est pas très juste, Austerlitz ça s'est pas passé comme ça, donc c'est un mauvais film. Vraiment, je suis complètement ouvert, je suis totalement prêt à donner une licence artistique au directeur et au film, et comme Ridley Scott l'a dit d'ailleurs très justement, si on veut apprendre Napoléon, il y a les documentaires, il y a les livres. Mais ça ne l'excuse pas de faire un mauvais film, et je trouve que c'est un mauvais film. Bien sûr, il y a des erreurs historiques, et d'ailleurs chaque minute passe, il y a une catastrophe, enfin c'est vraiment, il y a un manque de recherche totale, mais encore une fois, c'est pas grave. Pour moi, il n'y a pas de développement de caractère. La musique est très médiocre. J'ai beaucoup aimé votre formule quand vous m'avez dit, vous avez mis sur votre tweet plutôt qu'il y a un manque de couleur. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était raté totalement. C'est le pire film que j'ai vu de Ridley Scott, même quand on prend en compte ses premiers, notamment Les Duellistes, qui est un grand film qui est basé dans la même époque sur les soldats de la Grande Armée. Et voilà, donc moi j'ai été complètement déçu, et peut-être plus déçu que je ne le serais si j'étais un membre du public qui ne connaît pas vraiment Napoléon. Alors, vu que je l'attendais à ce point-là, vu que j'étais si fan de l'époque et de l'homme, là, c'est vraiment le désespoir pour moi. Je suis totalement déçu. Je suis absolument d'accord avec vous et je vais faire le même préambule que vous. Moi, je ne suis pas historien, je suis passionné de Napoléon depuis que je suis enfant, j'ai lu beaucoup de choses sur lui, etc. Mais lorsque je regarde un film, lorsque je lis un roman historique, je suis tout à fait prêt à accepter des erreurs historiques, des torsions avec l'histoire. Je l'ai souvent dit à ce micro, mais Alexandre Dumas lui-même, lorsqu'on lit ses œuvres, il y a beaucoup d'erreurs, d'imprécisions historiques. Il avait une formule à propos de ça qu'on ne peut pas répéter ici parce qu'elle est quand même très maladroite et assez moche comme formule, mais voilà, il disait que tant que on fait de belles choses avec l'histoire, on peut tout à fait ne pas la respecter. Les beaux enfants de l'histoire que nous faisons, c'est ça ? Exactement. Mais en fait, moi, le problème que j'ai, et donc effectivement, comme vous le dites, je vais pas parler des erreurs historiques qu'il y a dans ce film parce que ça m'intéresse pas, mais c'est vrai qu'on pourrait en faire une accumulation assez longue, et il y a des fois, mais des erreurs quand même assez graves par contre sur certaines choses. On va peut-être y revenir parce qu'il y a des erreurs qui peuvent servir au film ou à un roman et c'est pas gênant. Il y a des erreurs qui bousculent totalement le caractère du personnage et qui bousculent totalement la cohérence même d'un film. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque je regarde un film, c'est quand même qu'il est assez cohérent. Et de manière générale, pourquoi je n'ai pas aimé ce film ? Parce que pour moi, il est complètement incohérent. Comment expliquer qu'un personnage ait à ce point suscité l'admiration, la fascination chez ses soldats, l'amour par Joséphine, parce qu'il le montre le film jusqu'au bout, elle va être amoureuse de lui, jusqu'au bout ses soldats, lorsqu'il revient, ils sont prêts à bras ouverts à le réaccueillir, le peuple l'adule, etc. Mais alors comment le personnage qui est présenté dans le film, un personnage bête, un personnage rustre, un personnage inculte, un personnage sans aucune finesse, peureux, enfin bref, il a presque tous les défauts du monde. Comment à la fois il peut être ce personnage-là et à la fois susciter autant d'admiration, de fascination. Bah, du coup, le film est incohérent parce qu'à la fois on voit tous ses faits, à la fois on voit toutes les réactions qu'il suscite, et pourtant on nous montre un personnage inintéressant au possible. C'est ça qui me dérange en fait moi avec ce film.
Ouais, écoutez, vous avez complètement raison. Vous et moi, je pense, on a quand même passé pas mal de temps avec Napoléon, l'homme, dans les livres, dans les documentaires, dans les sources premières. Joachim Phoenix, c'est méconnaissable. Enfin, c'est pas du tout Napoléon. Napoléon était un Méditerranéen. C'était quelqu'un qui avait une émotion folle, un charisme électrique, une énergie. On sentait constamment construire sous la glace cette espèce de volcan. Même les gens qui l'aimaient pas ou qui arrivaient avec des préjugés le voyaient. Et s'il voulait charmer quelqu'un, il le charmait immédiatement. Quand il rentrait dans la pièce, avec ses grands yeux gris, il captivait. Les gens étaient prêts à tout pour lui, même encore s'ils avaient des préjugés. Là, le Joachim Phoenix le joue comme si c'était quelqu'un qui venait du nord de la Suède, aucune émotion, noir, cruel, comme vous le dites, bête et méchant, qui frappe Joséphine pendant la cérémonie de divorce, qui est absolument absurde. Voilà, on ne voit rien du charisme, on ne voit rien de l'énergie, rien de l'émotion. Il pleurniche 2 fois dans un mouchoir, plus pathétique qu'autre chose. Enfin, on ne comprend pas comment cette personne est devenue... d'ailleurs, on ne comprend rien aux campagnes militaires. On ne comprend pas comment il a gagné. On ne comprend pas comment il fait un coup d'État. On ne comprend pas pourquoi Talleyrand veut qu'il se fasse roi. Rien n'est expliqué. D'ailleurs, je pense que c'est partout dans le film, aucun sujet, aucune question, aucun caractère ne suscite une plongée un peu substantielle. Moi, j'ai appelé ce film le triomphe des apparences. Si on mettait pause à certaines scènes, on se dit « Oh, c'est magnifique, regarde-moi ça, regarde les figurants, regarde la technologie ». Mais dès qu'on met play, on passe à autre chose. Les débats révolutionnaires avec Robespierre sont incompréhensibles. On ne comprend rien de cette espèce de tentative de suicide qui n'a aucun sens. D'ailleurs, celle de Napoléon aussi, un grand événement de sa vie, n'est même pas montré. Voilà, il manque 1000 épisodes. Voilà, donc pour moi, c'est un naufrage total. C'est très beau à regarder, mais comme vous le dites, ça aurait pu être plus beau. Mais bon, moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez beau à regarder. Mais il y a aucune dynamique substantielle. C'est une piscine à 7 ou 8 cm de profondeur. Voilà, c'est pour les chevilles. Lorsque je dis en fait que ça aurait pu être plus beau, c'est parce que je trouve qu'il y a une constance insupportable de plus en plus dans les films historiques et dans les séries historiques à rajouter ce filtre grisonnant qui rend les films historiques sombres en fait. Les époques sont grises. Le moment de tout début où Marie-Antoinette est guillotinée est assez flagrant. Tout est gris autour. Il y a que ses cheveux un peu blonds que l'on peut apercevoir, mais sinon tout est gris. Et c'est assez souvent ça quand même, alors qu'il y avait des couleurs absolument formidables à cette époque. Le film par exemple de Sacha Guitry sur Napoléon le montre bien, ces couleurs extraordinaires. Je pense également à un autre film, Les Trois Mousquetaires. Le dernier film des Trois Mousquetaires est très sombre, alors que lorsqu'on regarde par exemple celui de 1948, me semble, avec des couleurs chatoyantes, lumineuses, etc., il est pas moins formidable. Donc en fait, je trouve que on rend pas hommage à l'histoire, et je trouve ça vraiment regrettable. Vous évoquez Les Duellistes. Les Duellistes, c'est un film de Ridley Scott qui est absolument formidable, avec des photographies et des tableaux merveilleux, et ça se passe à l'époque de Napoléon. Il y a des erreurs historiques parce que c'est adapté de faits réels, mais c'est c'est arrangé, etc., pour les bienfaits du film. Mais là, ça marche bien. Donc encore une fois, c'est pas les erreurs historiques qui dérangent, c'est lorsqu'elles n'ont aucune utilité, ou alors qu'elles transforment complètement la cohérence du film. Avant peut-être de passer à d'autres sujets sur le film, juste un petit aparté sur la musique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je l'ai trouvé inutile, la musique, je l'ai écrit, à part ces petits traits de référence à Barry Lyndon, peut-être juste avant Waterloo, mais sinon, il y a des chants à un moment que j'ai pas compris, les chants révolutionnaires. Je trouve que toute la partie sur la Révolution, de toute façon, au début, est inutile. Vous parliez de Robespierre, lorsqu'on a que 2h30, c'est court, je trouve, pour parler de toute la vie de Napoléon. Pourquoi faire 20 minutes jusqu'à la chute de Robespierre? Je vois pas l'intérêt. Je trouve que ça n'a pas un grand impact. En tout cas, ça montre pas l'impact que ça a eu sur Napoléon, parce qu'en plus, Napoléon a fait de la prison pour avoir été proche de Robespierre à ce moment-là, donc il le montre même pas. Donc pourquoi évoquer Robespierre si ce n'est pas pour montrer l'impact que ça a eu sur Napoléon? Je sais pas, j'ai pas trop compris, mais voilà. Sur la musique, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Alors écoutez, moi je suis d'accord avec vous, j'ai trouvé que la musique était assez naze. Ridley Scott lance à 2-3 scènes des chants révolutionnaires comme la Carmagnole, on sait pas ce que ça fait là. Le moment où Marie-Antoinette est exécutée, d'ailleurs, j'oublie exactement quel chant il y a pendant ce temps. Moi j'ai trouvé la scène assez jolie, la scène de son exécution. Et d'ailleurs le premier plan sur le visage de Napoléon était assez beau, je trouve. Et je trouve que c'est le plus proche que Phoenix s'approche de l'homme, c'est ce premier plan où Napoléon regarde la guillotine, on se doute, bien sûr c'est un révolutionnaire, mais on se doute qu'il a toujours eu
une méfiance envers ce qu'il appelait la canaille, les foules, il avait toujours peur de ça. La meilleure minute du film, c'est la première, et après tout s'effondre. Mais non, je trouve que la musique est assez mauvaise. On a l'impression que Scott lance ces musiques-là sans savoir leur sens, sans comprendre quand est-ce qu'il y a une musique joyeuse, une musique plus grave. Tout se mélange un petit peu, il essaye de faire une approche un peu postmoderne de la musique. Je trouve que ça marche pas du tout. Et pour revenir sur votre commentaire sur les couleurs, je suis complètement d'accord. Il y a une chose qui m'a relativement déçu, c'est que, et pourtant il y en a, mais j'ai l'impression qu'on voit pas les uniformes assez. C'était des uniformes incroyables. Le polonais de la garde impériale en or et violet, le dragon de la garde impériale avec la peau de léopard sur le casque. Enfin, c'était une époque où quand on allait en guerre, on prenait ça plus au sérieux que les défilés de mode d'aujourd'hui. Il fallait être magnifique. Il fallait que ça soit beau, propre. Et ça encore, ce n'est pas communiqué. Et juste dernier point sur ça, vous devez vous en souvenir, le dernier moment du film, juste avant les sous-titres, c'est la liste des morts, bien évidemment mis au pied de Napoléon, sans qu'on parle une seule seconde du fait que des 7 guerres napoléoniennes, 5 ont été déclarées sur la France et sur lui. Non, tout est mis au pied du tyran, etc. Et moi j'ai trouvé très intéressant le commentaire que M. Ridley Scott fait. Alors déjà, on lui dit dans une interview que les Français n'aiment pas le film, il répond « Oui, mais les Français, c'est même pas eux-mêmes ». D'accord, ok, pas de souci. J'ai vu une vidéo de lui où il visitait le musée de l'armée à Paris, un des plus beaux musées de France, un musée exceptionnel, j'y étais il y a 3 jours. Et il se fait visiter il est avec Joaquin Phoenix, avec le curateur du musée. Et le curateur du musée, sur vidéo, véridique, montre à Monsieur Scott une épée, un sabre, et il dit, voilà, ça c'est le sabre présenté par Napoléon Ier consul à, je crois que c'est Caulaincourt, mais peut-être que je me trompe, à présenter à cette personne. Et Ridley Scott regarde le curateur du musée de l'armée, un des plus beaux pays de France, dit, mais comment vous le savez ? Et le curateur dit, bah c'est dans la recherche, sort une réponse pas très habile, mais sûrement vraie, et Ridley Scott répond, mais vous y étiez pas ? Voilà, et il se tourne vers Phoenix et il dit, ils le savent pas, il dit juste ça comme ça. Mais Monsieur Scott, la recherche existe. Les historiens, vous croyez qu'ils font quoi toute la journée ? À plonger dans les manuscrits avec passion, avec attention, à passer 30 ans à étudier le sous-sujet d'un sous-sujet d'une sous-niche. Et Monsieur Scott arrive, avec ses grands pieds, dans un magasin de porcelaine, pensant que c'est le premier à avoir pensé à ces sujets. Mais quel manque de respect atroce, non seulement envers la France, mais envers l'historiographie et les historiens en général. Si le curateur de musée de l'armée est en train de m'expliquer quelque chose, je me tais. C'est surtout quand on parle de Napoléon, c'est quand même le domaine. Et c'est pas n'importe quelle époque, on va peut-être en parler. Il y a plus de choses écrites sur l'époque napoléonienne et sur l'homme Napoléon que n'importe quelle autre période au monde. À peu près 300 000 livres, 2 par jour depuis sa mort en 1821. Et Monsieur Scott pense que non, son interprétation est aussi bonne que celle qu'une personne qui a passé 60 ans à étudier le sujet. Enfin, une arrogance. J'aimerais avoir cette arrogance et cette assurance envers moi et mes capacités. Cette arrogance, elle se voit bien, et on voit bien du coup qu'effectivement, il a l'air de faire fi de la recherche historique dans une scène qui aurait pu être magnifique, avec certains plans somptueux, qui est celle du sacre. Le sacre de Napoléon, qui pourtant a fait l'objet de déformations historiques par Napoléon lui-même et Jacques-Louis David dans son tableau, où il rajoute la mer alors que la mer n'était pas présente lors du sacre. Donc là, ça me gêne pas. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est se déformer l'histoire, donc faire fi de la recherche historique, au moment où Napoléon s'empare de la couronne. En fait, la couronne arrive devant Napoléon, on s'attend à ce que le pape la prenne pour couronner Napoléon, et dans le film, Napoléon se précipite un peu comme un enfant, et prend la couronne et se la met lui-même. Mais la recherche historique existe, et on le sait, que pendant des jours et des jours, cette cérémonie a été préparée. Le pape, d'ailleurs, n'était pas ravi de venir dans cette cérémonie, et il savait exactement que Napoléon allait se mettre la couronne lui-même. Donc, le faire passer comme quelqu'un d'impulsif, qui prend la couronne au dernier moment, qui est humilié comme ça, et tout le monde qui est choqué dans l'assistance, on entend « Oh !» dans l'assistance, tout le monde est choqué, le fait qu'il s'empare de la couronne comme ça, c'est grotesque. Là, c'est grotesque, et là, c'est pas une erreur de détail, c'est une erreur qui, du coup, effectivement, manque de respect à la recherche historique, parce qu'on sait exactement ce qui s'est passé dans cette cérémonie. Il y a un super livre, par exemple, de David Chantran sur le sacre de Napoléon,
Et puis deux, ça change en fait complètement l'esprit du film. Et encore une fois, les relations qu'il pouvait y avoir entre le pape et l'empereur, avec le pape à la fin qui dit longue vie à l'empereur, mais à aucun moment le pape aurait pu proclamer une telle phrase quand on sait les relations qu'il y avait entre les deux. La seule chose peut-être que je sauve, ce sont les scènes de bataille qui, même si elles sont peut-être pas passées comme ça, avec ce nombre de figurants, c'est quand même assez spectaculaire, et au cinéma, c'est vrai que ça rend les choses assez bien. Mais en dehors de ça, peut-être qu'on peut parler également des personnages secondaires. Et là, je fais la transition aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les couleurs, sur les couleurs extraordinaires qu'il y avait dans les uniformes. Il y a un personnage qui justement faisait tout pour se montrer, pour qu'on le voit, parce qu'il avait ce caractère-là. C'est Joachim Murat, qui était avec son panache et qui voulait absolument que tout le monde le voie. Il avait des panaches absolument presque, certains disaient grandiloquents, mais colorés, tout le monde le voyait, etc. sur le champ de bataille avec son immense panache. Et lui, il est complètement absent du film. Et ça rejoint un peu ce que on disait tout à l'heure, c'est les personnages secondaires sont creux, sont vides, ils n'existent pas. C'est Napoléon mégalomane, son histoire d'amour avec Joséphine, et rien d'autre autour. Et c'est pour moi ce qui en fait un très mauvais film sur Napoléon, contrairement à d'autres où les personnages secondaires existent, ont un vrai rôle et ont une importance capitale. Donc là, ça manque. Et pour moi, de manière générale, que ce soit dans un livre ou dans un film, ce qui fait la force d'un chef-d'œuvre par rapport à un bon ou un très bon livre, c'est que les personnages secondaires sont aussi travaillés et ont une profondeur presque égale aux personnages principaux. Oui, vous avez bien évidemment raison. Alors l'angle de Scott, c'est de se concentrer sur la relation avec Joséphine, qui est un sujet tout à fait respectable, fascinant. C'était quand même un couple assez exceptionnel, avec, enfin c'est pas exactement l'histoire de Roméo et Juliette qu'on nous montre, mais avec ses hauts et ses bas, avec une histoire absolument dingue. Mais enlever toute la partie, toute la considération politique qui était présente constamment dans la tête de Napoléon, enfin dire qu'il revient d'Égypte parce que Joséphine le trompe, dire qu'il revient d'Elbe parce qu'elle était avec le tsar Nicolas, enfin c'est absurde. C'est même pas l'erreur historique, c'est mal comprendre l'époque et le personnage. Chez Napoléon, tout ce qui comptait, c'était le politique. Tout. C'était sa grande religion, c'est son soleil, le politique, l'État, les affaires des États, etc. C'est avec lui depuis qu'il a 6 ans, ça reste avec lui jusqu'à sa mort. Dire que tout ça est secondaire à son amour pour Joséphine, pour un roman à la limite, pour un biopic, c'est pas acceptable, à mon avis. Et pour revenir vers les caractères et les personnages secondaires, vous avez complètement raison. Moi, je suis particulièrement déçu par Talleyrand, parce que c'est vraiment d'abord une des grandes alliances du Premier Empire, et du consulat au début, et après, une énorme rivalité qui a des conséquences folles, et même pour les gens qui aiment Napoléon, enfin, quand Talleyrand trahit Napoléon et commence à collaborer avec les Russes et les Autrichiens, je ne sais pas s'il trahit Napoléon, mais je ne sais pas s'il trahit la France aussi. Peut-être que c'était meilleure chose pour la France, à ce moment-là, en 1813-1814, que c'était pour Napoléon. Alors certes, il trahit Napoléon, est-ce qu'il trahit la France, c'est une autre question. Paradoxe fascinant, dynamique complexe, enfin c'est ça les grands films, il n'y a pas de gentil et de méchant, il y a des conflits d'intérêts, etc. Bien sûr, rien de tout ça n'existe dans le film. Comme vous le dites, Joachim Murat, qui était un homme qui, même si Napoléon n'était pas là, ça aurait été peut-être un géant de l'histoire de France, aussi incontournable que lui. Mais le problème, c'est que Napoléon est un tel soleil que tous les gens dans ses alentours, en fait, sont complètement cachés par la lumière énorme de cet homme. Mais Murat était quelqu'un d'exceptionnel, pas toujours parfait, bien évidemment, mais quelqu'un qui, à la fin 1812, à la retraite de Russie, il fait -25, tout le monde meurt autour de lui, c'était un drame, c'est la plus grande catastrophe militaire de l'histoire, et il met quand même sa grande plume blanche, son beau foulard rouge, avec une chemise ouverte, comme s'il était un défilé de mode. Enfin, comme vous le dites, ce panache, cette noblesse, ce courage était tel que même les Cosaques essayaient de le capturer vivant, tellement ils l'honoraient. Imaginez ça, imaginez la comparaison avec aujourd'hui. Ça serait comme si on avait un soldat français ou américain d'une telle valeur, d'un tel courage, que les talibans ou les soldats de Daesh ne voudraient pas le tuer, appelaient son nom pour l'honorer, enfin c'est absolument impensable que ça se passe aujourd'hui. Et bien sûr dans le film, rien de tout ça, aucune panache, aucune noblesse, aucun drame, c'est très kéké si vous me permettez l'expression, c'est kitsch,
c'est petit, c'est assez naze, voilà, c'est une énorme déception. Oui, et d'ailleurs sur Murat, il avait une telle aura, comme vous dites, que même son exécution sera héroïque parce que les soldats en fait qui doivent l'exécuter n'y parviennent pas, sont apeurés par l'événement parce qu'ils ont face à eux Joachim Murat, cette légende depuis 20 ans qui parcourt les champs de bataille, qui parfois va seul contre 30 ennemis se battre, et ils n'arrivent pas à l'exécuter, ils n'arrivent pas à tirer, et c'est lui-même qui dit attendez, calmez-vous, soldats, respirez, tirez, etc. Et c'est lui-même qui ordonne sa propre exécution. Je sais pas s'il y a eu beaucoup comme ça d'exemples dans l'histoire. Mais non seulement ça, mais comme, alors, on peut 2h30 pour faire 20 ans, c'est compliqué, effectivement, bien sûr, il faudra laisser des choses par terre, on ne peut pas tout faire inclure. Mais la deuxième ou la troisième charge de cavalerie de l'histoire mondiale, la charge à Eylau. Comment ça ne rentre pas? Je sais pas exactement quel chiffre, je pense que c'est entre 7 ou 14 000 cavaliers en une masse, mais c'est, imaginez le potentiel cinématographique de ça. Mais ça devrait être le triomphe du film. Et là, on n'est même pas montré. Et c'est Murat qui l'amène, comme vous le savez. La bataille d'Eylau est un cauchemar d'un dramatisme, d'une tragédie, sans même grande victoire stratégique. Ça va très mal pour les lignes françaises. Et Napoléon se tourne vers Murat et lui dit « Est-ce que vous allez les laisser nous traiter comme ça ?» Murat ne dit rien, retourne son cheval, collecte la totalité de la réserve de cavalerie et fait une énorme charge, la deuxième ou troisième plus grande de l'histoire mondiale, et brise les lignes. Enfin, c'est exceptionnel. C'est le rêve de tous les directeurs, le rêve de tous les acteurs, avec 180 millions, mais moi je vous fais un truc, Adrien, mais vous avez pas dit, mais j'ai même pas besoin de 180, avec 10 millions, je vous fais que ça, le film que sur cette charge, elle n'est même pas dans le film, elle n'existe pas, on n'en parle pas. Et les témoins soldats adverses de l'époque, alors peut-être que Ridley Scott va même pas croire les témoins qui ont connu la charge, mais disent qu'autour d'eux, il y avait des compagnons soldats à eux qui mouraient de crise cardiaque, tellement la charge était impressionnante, bruyante, et ils avaient peur parce qu'on le disait, c'est Murat qui arrive avec sa cavalerie. Enfin, je veux dire, c'est même si on peut ne pas aimer Napoléon, etc., c'est impressionnant, c'est spectaculaire, et je suis d'accord avec vous, c'est honteux, c'est scandaleux, et c'est même vraiment dommage et regrettable de ne pas s'être servi de ces moments les plus épiques de l'épopée napoléonienne effectivement pour en faire un grand passage du film. Et oui, j'ai pas réagi tout à l'heure à ce que vous disiez sur la liste effectivement des morts à la fin. J'ai trouvé ça de trop. Enfin, c'était pas utile. C'est pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas préciser qu'entre 1793 et 1799, Napoléon est un général de la République, de la Convention, puis du Directoire, et donc ce n'est pas lui qui décide où est-ce qu'on fait les guerres et qu'est-ce qu'on fait. Donc pourquoi imputer à un général les morts alors qu'il n'était pas au pouvoir? Pourquoi ne pas dire effectivement qu'il y a eu la plupart des coalitions n'étaient pas déclenchées par Napoléon? Pourquoi ne pas préciser dans la retraite de Russie que c'est aussi du fait de l'armée russe, de la manière dont ça s'est passé? Il n'est pas le seul responsable. Pourquoi on ajoute les morts de Waterloo alors que Napoléon, lorsqu'il revient en 1815, dit de suite, moi je veux la paix, je veux pas faire la guerre, je veux bien revenir sur les anciennes frontières, je veux juste rétablir une charte, avec en plus Benjamin Constant qui aide, donc il s'ouvre plus libéralement, politiquement, etc. Il revient pas du tout dans les mêmes conditions que dans celles dans lesquelles il était parti, mais c'est les Anglais, les Russes, les Autrichiens qui n'acceptaient pas sa présence sur le sol français, donc un pouvoir d'ingérence, et qui se sont dit non, c'est pas possible, donc on provoque une ultime campagne militaire contre la France. C'est vrai que là c'est malhonnête, et c'est vrai que là c'est vraiment dommage, parce que il y aurait pas eu ça, bon, il y avait quelques erreurs, mais là c'est un vrai parti pris à la fin qui est regrettable et qui n'est pas du tout le fait. Il faut pas dire il y a des historiens, moi je suis pas de l'histoire, etc., et puis finir par cette liste de morts. Non, soit vous faites un film, soit vous faites pas de film. Mais là ça avait pas sa place dans un film, selon moi. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ce film. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Alors évidemment, on a spoilé quelques parties du film. Bon, mais en même temps, c'est compliqué d'analyser un film sans le faire. Et puis bon, l'histoire napoléonienne, les gens la connaissent un petit peu, donc... Il faut absolument que tous vos auditeurs aillent le voir, et garder en tête nos deux opinions, mais former le vôtre indépendamment. Moi, j'ai un ami aussi fan de Napoléon en américain, qui est allé le voir hier soir,
et il m'a dit à peu près la même chose. Alors je lui ai dit, n'écoute absolument pas ce que je t'ai dit avant, je veux ton opinion honnête, indépendante. Et il me dit, c'était une catastrophe. Je regarde le royaume des cieux et je m'imagine pendant 3 semaines au XIIe siècle à Jérusalem. Je regarde Gladiator, je m'imagine légionnaire, j'y suis, j'y vis, je pense qu'à ça pendant 3 semaines. Il dit là, rien. Un vide émotionnel, rien du tout. Et c'est exactement ce qu'a dit. Moi, j'étais assis à côté d'un couple à l'Arlequin. Alors la personne à ma droite, le monsieur, dit « Je pense que c'est le pire film que j'ai jamais vu au cinéma ». Et voulait même pas rester pour le débat de Jean Tullard et Charles-Éloi Vial après, c'est sa copine qui le convainc de rester. Et dernièrement, il y avait 4 copains, 4 jeunes, bien sûr des connaisseurs et des enthousiastes, et une des filles dit c'est pas un mauvais film, c'est une insulte à la France. Donc et bien sûr aucun applaudissement, un silence total dans la salle, enfin voilà, donc je pense que les critiques sont généralement d'accord avec nous. Est-ce que peut-être avant de passer au sujet suivant, je trouve que c'était une très belle conclusion que vous avez faite, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Est-ce que avant de passer au sujet suivant, il y a des films sur Napoléon qui vous ont particulièrement marqué et que vous auriez envie de conseiller à nos auditeurs? Oui, alors moi j'aime Waterloo de 1970. Le Napoléon est pas dingue. J'oublie le nom de l'acteur, dans le Waterloo de 1970. Mais les scènes sont incroyables. Avec un 10e du budget de Monsieur Scott, il fait 10 fois le film. Exceptionnel. J'ai beaucoup aimé comme vous Monsieur N, bien sûr qui est pas du tout historique, qui n'a rien à voir avec la vraie histoire, mais qui est stimulant, intéressant, qui se fait poser des questions. J'ai trouvé que le caractère de Hudson Law, le gouverneur de Sainte-Hélène dans Monsieur N, et le caractère de Bertrand, et même Napoléon sont extrêmement convaincants. Je pense que c'est aussi proche qu'on l'aura. Et ça, généralement, les autres napoléonophiles ne sont pas toujours d'accord avec moi. Moi, j'ai trouvé Christian Clavier très convaincant, comme Napoléon, dans cette petite série de France Télévisions, il me semble, au début des années 2000. Alors, quand il est jeune, un peu plus de mal à le croire en Napoléon, mais quand il arrive dans la même tranche d'âge que l'acteur, à la vieille trentaine, etc., moi j'y étais. J'ai trouvé ça complètement convaincant, avec un petit budget, une production française. Bon, il parle en anglais bien sûr, mais moi j'étais totalement là. Je suis un grand fan de Christian Clavier, je l'ai trouvé très convaincant en Napoléon. Je vous rejoins absolument. Alors celui qui dans le Waterloo qui est excellent, je vous rejoins, c'est Rod Steiger. Et vous avez raison, moi en plus le Napoléon avec Christian Clavier, c'est ma génération. J'avais 12 ans, j'étais au début de l'adolescence au moment où il sort. Ça m'a complètement subjugué. Donc effectivement, pour beaucoup de ma génération, c'est un film sur lequel on a une grande subjectivité parce que pour beaucoup ça nous a fait aimer Napoléon, n'en déplaise à certains. Effectivement, là aussi il y a des erreurs historiques, là aussi il y a de quoi redire et parfois des erreurs grotesques, mais qui ne trahissent pas l'esprit de l'épopée napoléonienne et qui ne trahissent pas le caractère du personnage, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'ailleurs. Moi, je veux dire, Napoléon est critiquable, il y a des éléments de ce caractère qui sont critiquables, il est loin d'être parfait, mais par contre, pourvu au moins qu'on lui soit fidèle et qu'on le présente tel qu'il était et tel que la plupart des livres décrits. Donc moi je suis d'accord avec vous sur le Napoléon avec Christian Clavier. Il y a quand même John Malkovich pour jouer Talleyrand, enfin je veux dire c'est pas rien, Gérard Depardieu pour jouer Fouché, Isabella Rossellini pour jouer Joséphine. Je veux dire, il y a d'immenses acteurs autour de Christian Clavier pour cette série sur Napoléon. Et d'ailleurs, un autre grand acteur qui a joué Talleyrand, c'est Sacha Guitry dans son Napoléon, et puis également son livre, son film Le Diable boiteux. Enfin bref, il y a beaucoup de grands films, mais c'est vrai, on se rend compte que quand il y a des grands personnages autour de lui et quand les Talleyrand, les Fouché sont bien représentés, du coup ça ajoute toujours quelque chose en plus. Je suis complètement d'accord. Malkovich est un Talleyrand exceptionnel. Depardieu sera le meilleur Fouché que je vais voir de ma vie, je pense. Enfin, pour détrôner Depardieu comme Fouché, il faudra vraiment du très très lourd. Et regardez, cette série en est l'exemple parfait. L'épopée napoléonienne est fascinante à cause de Napoléon, grâce à lui, bien sûr, mais aussi parce que, c'est un peu comme la Révolution américaine, se retrouve en France, à la fin du XVIIIe, une série de caractères exceptionnels qui jouent cette espèce de jeu de guerre et de politique pendant 20 ans qui est à peine croyable. Napoléon est tout aussi intéressant que son époque. Et on ne peut pas faire un portrait de Napoléon sans parler de ses caractères secondaires et de son époque. Et pour moi, c'est ça qui témoigne du manque de recherche totale de Monsieur Scott. On va passer à autre chose parce qu'on vient d'étrier le film pendant 40 minutes. Enfin, j'en suis ravi, mais vous avez complètement raison. Je vous rejoins complètement là-dessus. Fouché, Malkovich,
ils font autant la série que Clavier fait avec Napoléon. Et là où je suis d'accord, c'est que effectivement, Napoléon est un astre autour duquel brillent des planètes. Et effectivement, pour briller, ces planètes ont besoin d'un astre. On a eu la même chose avec la Renaissance italienne de la fin du XVe siècle, avec une foule de personnages extraordinaires entre Borgia, Médicis, Savonarola. Enfin, bref, il y a plein de personnages à l'époque, d'intellectuels, de peintres, de politiques, etc. Il y a eu la même chose au siècle d'Auguste, sous l'époque romaine, où à la fois le milieu politique, scientifique, artistique, littéraire, etc. Enfin bref, et le siècle de Napoléon qui va le suivre va créer une foule de génies absolument incroyables, tant dans l'art que dans la littérature, et c'est pas un hasard, contrairement à ce que peut penser Monsieur Tolstoï dans Guerre et Paix, qui lui mise tout sur le hasard dans l'histoire. Et c'est un peu, j'ai l'impression, ce que pense Ridley Scott, c'est que s'il a gagné des batailles, s'il s'est passé certaines choses, c'est un peu le fruit du hasard, et que lorsque sa bonne étoile lui échappe à partir de 1812, voilà, c'est là qu'il va commencer à chuter. Non, c'est quand même un peu plus complexe que ça, l'histoire. Mais vous avez raison, peut-être qu'on en a beaucoup parlé, mais enfin, on aurait pu en parler encore davantage. Au moins, c'est un film qui suscite la réaction. Voilà, c'est pas un film qui suscite le creux comme peuvent susciter certains films aujourd'hui. Il y a de quoi dire. Et malgré tout, on va dire que moi, ce que je retiens, c'est les batailles. Pour le reste, c'est vraiment assez grotesque et même un peu gênant. J'étais parfois gêné et j'avais presque envie de rire au cinéma. Je me retenais, mais j'avais parfois envie de rire, notamment, je le disais tout à l'heure, la scène du sacre. Je me suis dit, là c'est n'importe quoi. Là. Bon, on va faire la transition. La transition est toute faite avec Napoléon. On va parler de Napoléon et les livres. Il y a eu de très bons livres sur Napoléon, d'excellents, vous le dites, plus d'une fois, plus d'un ou deux livres par jour depuis le jour de sa mort, donc le 5 mai 1821. Mais Napoléon était un immense lecteur aussi. D'ailleurs, c'est ce qui manque peut-être dans le film, l'érudition de Napoléon. Lorsqu'il était jeune, d'ailleurs, souvent il se privait de nourriture pour acheter des livres. Il lisait à l'appel. C'est quand même incroyable le nombre de livres qu'il a pu lire dans sa vie. Il a également essayé d'écrire. Ça n'a pas été une franche réussite. Pour avoir lu certaines de ses pièces, c'est pas génial, mais au moins c'était son ambition d'être lecteur. C'est ce que vous dites d'ailleurs, parce que j'ai lu quelques extraits de votre ouvrage, et vous le dites très bien, il voulait être écrivain, c'était son ambition aussi, il était vraiment passionné de littérature, et c'est justement l'objet de votre livre que vous allez publier en mai prochain, qui est encore, j'imagine, dans ses dernières phases de rédaction, de travail, de relecture, etc. Et justement, je vais vous laisser le présenter, c'est le Napoléon lecteur que vous voulez évoquer dans ce livre. Exactement, alors oui, lecteur et écrivain, comme vous le dites très bien. Oui, les premières tentatives sont assez médiocres, elles sentent l'adolescence à une centaine de kilomètres. Il écrit 7 ou 8 petites histoires, des petits essais, des petites rédactions. Ça ne marche pas très bien, d'ailleurs il sait que ça ne marche pas très bien. Il abandonne ça assez vite et par chance il y a la révolution, son génie militaire se débloque, il se décide de passer à l'action, de ne pas avoir une vie de réflexion mais une vie d'action, et puis là l'histoire s'empare de lui et elle ne le lâchera plus. Mais voilà, moi j'étais très touché par le Napoléon lecteur. Et je vois un arc littéraire à sa vie, en fait, qui ne le quitte jamais. Donc parmi les premières sources qu'on a de sa jeune enfance en Corse, c'est les livres dont on parle le plus. Laetitia disait que quand les frères et les sœurs jouaient en bas, lui, il était au 3e étage de la Casa Buonaparte à Ajaccio et il lisait déjà les vies de Plutarque. Alors c'est un peu sombre ces sources, on n'est pas exactement sûr si c'est vrai, mais c'est ce que les sources disent. Ensuite, quand il arrive en France, sur le continent, comme vous le savez, il va à Autun pendant 3 mois pour apprendre le français, qu'il apprend assez vite. Ensuite, il va à l'école militaire de Brienne. Et là, on a effectivement les sources, les vraies, de ses lectures, de ses professeurs. On a les livres qu'il emprunte de la librairie, etc. Et là commence
une passion pour les livres qui va tenir toute une vie. Donc il est persécuté par ses jeunes amis, il a la couleur de peau un peu différente, on disait que c'était la couleur olive, il a un accent absolument terrible qu'il ne va jamais perdre, il est corse, patriote fanatique, il déteste, il hait la France et les Français au début, donc ce qui bien sûr fait redoubler l'abus de ses compatriotes. Il y a des rumeurs que sa mère a trompé son père et qu'il est en vérité le fils du gouverneur français de la Corse, le comte de Marbeuf. Voilà, donc il y a cette espèce de cocktail parfait qui pousse tous les jeunes aristocrates français à l'embêter, à le titiller, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans les livres pour s'y protéger. Il y a même un épisode assez exceptionnel. On donnait au petit cadet à Brienne un espace de jardin où il pouvait planter un peu ce qu'il voulait, et le jeune Bonaparte plante d'une façon à créer un îlot isolé où il peut s'asseoir et lire en paix. Ensuite, quand il quitte Brienne, bien sûr, il emporte avec lui la passion littéraire. Il arrive à l'école militaire de Paris et là, il rentre en contact déjà avec un calibre de professeur bien plus élevé. Je pense à Pierre-Simon de Laplace notamment. Il redouble sur sa passion pour l'histoire et découvre les premiers textes stratégiques militaires. Donc la première exposition au monde militaire pour Napoléon, c'était pas vraiment à Brienne où c'était beaucoup plus une éducation de culture générale, si vous voulez. À l'école militaire, il lit notamment le traité stratégique de Jacques-Antoine Hippolyte de Guibert, et moi j'étais très intéressé de voir les germes de la vie stratégique des avancées militaires de Napoléon. J'étais très intéressé de savoir qu'on pouvait les trouver dans ses premières lectures, donc dans le livre de Jacques-Antoine Hippolyte de Guibert. On peut lire sur l'importance de la rapidité, sur l'importance d'avoir des corps logistiques séparés, de ne pas traverser avec l'armée en entier. C'est ce que Napoléon va perfectionner ensuite et qu'on appellera le système de corps. Donc voilà, donc on trouve plein des graines qui plus tard deviennent, on va dire, des choses incontournables de son héritage militaire. On trouve les graines dans ses premières lectures à l'école militaire. Ensuite, bien sûr, il y a cette petite époque fascinante où il s'ennuie complètement, il vit à Valence notamment, il est jeune officier d'artillerie, et qu'est-ce qu'il fait? Il lit toute la journée, il écrit dans des cahiers qui survivent, qui sont à Florence aujourd'hui, des cahiers absolument remarquables, où il essaye de devenir l'encyclopédiste de son temps. Il prend des notes sur tout ce qu'il lit, il remplit des dizaines de cahiers de tout. Alors c'est des plantes exotiques, des histoires militaires, la vie du cardinal Wolsey, une petite histoire de l'Angleterre, une histoire de l'Empire romain, ses pensées philosophiques sur Rousseau et sur Voltaire. Voilà, il essaie de tout écrire, et ensuite il produit lui-même, notamment le discours de Lyon. Il rentre dans une compétition de rédaction, il produit quelque chose qui est absolument incompréhensible mais qui est complètement inspiré de ses lectures. D'ailleurs il copie Rousseau, etc. Notamment commence à cette époque un espèce d'amour fanatique pour Jean-Jacques Rousseau, le philosophe. Il le copie en tout, ses premières lettres d'amour sont copiées quasiment mot pour mot du roman de Rousseau, La Nouvelle Héloïse, qu'on appelle aussi Julie. Et voilà, commence cette époque de rédaction. Il veut devenir écrivain, il écrit à l'abbé Raynal, qui a écrit l'histoire des deux Indes. Il dit voilà, il essaie d'écrire une histoire de la Corse, ça ne marche pas, ça ne mord pas, et avec les développements de la Révolution française, progressivement il va abandonner la plume et récupérer l'épée. Ensuite, il y a les campagnes d'Italie et d'Égypte, et là commence vraiment l'aspect de Napoléon qui est le lecteur pratique, regardant le livre non comme un objet de plaisir, mais comme un objet utile. Avant ces campagnes, que fait-il? Il commande, il choisit, il trouve des centaines de livres sur la démographie, la topographie du théâtre où il va faire campagne. Il lit des tracts sur la population italienne, des cartes sur les rivières, des tracts démographiques, des histoires des campagnes passées. Il lit tout ce qu'il peut trouver sur le théâtre où il va faire campagne, et ça lui donne un avantage absolument fulgurant. Cette passion, on va dire les lectures de guerre, vont rester avec lui toute sa vie et tout son règne. En 1806, j'ai pu trouver, avec Charles-Éloi Vial dans la Bibliothèque nationale de France, dans les archives, il fait une demande, voilà, il veut 250 cartes, il veut 100 livres sur l'agriculture prusse, il veut tout savoir sur les chemins, les routes, il engage des guides, enfin bref, une lecture absolument énorme qui en fait est ce qui est aujourd'hui, c'est l'équivalent des services de renseignement modernes. Lui le trouve dans les librairies, quand, enfin bien sûr à l'époque, les services de renseignement
n'existaient pas vraiment et étaient très faibles comparés à ce qu'ils peuvent être aujourd'hui. Donc il tombe face à des généraux qui sont beaucoup moins littéraires que lui, beaucoup plus lents, moins motivés, et il les submerge, notamment à cause de ses grandes lectures. Je pense notamment à l'expédition d'Égypte, où encore une fois là il y a un arc littéraire absolument fascinant. Il part en Égypte, bien sûr il a lu Plutarque, les vies de Plutarque, il en trouve deux de ses héros, Alexandre le Grand et Jules César. Et qu'est-ce que Alexandre avait fait quand il a conquis l'Égypte? Alexandre avait emmené 200 philosophes avec lui, et qu'est-ce qu'il fait? Il amène les savants. Et ça, c'est absolument exceptionnel, c'est unique à lui. Si c'était Menou qui avait mené l'expédition française en Égypte, je vous assure, il n'y aurait pas eu de savants. Lui, il a 27-28 ans, il amène des cartographes, des antiquaires, enfin, je dis biologistes, mais la biologie n'existait pas vraiment à l'époque, c'était pas une science exactement dure, mais voilà, des naturalistes, des balloonistes, des cartographeurs, des ingénieurs, des sculpteurs, des poètes. Il emmène tout ce beau monde et il débloque l'Égypte, qui était un pays en vérité complètement inconnu de l'Europe depuis l'Antiquité. On n'y comprenait rien, on ne savait pas lire les hiéroglyphes, voilà. Et lui, avec cette envie de savoir, cet amour pour la littérature et le mot écrit, débloque l'Égypte. Bien sûr, il trouve la pierre de Rosette qui va nous débloquer les hiéroglyphes. À travers l'Institut d'Égypte et la recherche des savants, on crée l'égyptologie, on crée l'archéologie. Enfin, s'il était connu que pour l'expédition d'Égypte, ça serait déjà un personnage incontournable de l'histoire de France. Si c'était juste l'Égypte, si on enlève tout et on garde l'Égypte, c'est déjà exceptionnel. Donc encore une fois, un arc littéraire absolument fou. Bien sûr, qu'est-ce qui fait connaître l'expédition d'Égypte plus que tout? Parce que la colonie française, comme vous le savez, s'effondre en 2 ou 3 ans. Qu'est-ce qui fait connaître l'Égypte? C'est un livre. C'est la description de l'Égypte, écrit par les savants de toutes leurs trouvailles. Donc encore une fois, on voit l'impact du littéraire et du littérateur sur sa vie. Ensuite, il y a le règne, bien évidemment. Et le règne, c'est quoi? C'est, sans parler des conquêtes militaires, etc., c'est une tentative, qui est la même tentative que quand il avait ses cahiers jeunes. C'est une accumulation de savoir absolument dingue. Il crée des librairies impériales qui vont tenir à un moment jusqu'à 60 000 volumes. Il veut, et on sait, on a les ordres, il veut avoir une copie de tous les livres publiés en Europe, dans toutes les langues. Il veut faire des librairies pour les princes de sa maison. Il fait des librairies portatives de 1000, 2000, 3000 volumes qu'il emmène avec lui. Il utilise les livres comme cadeau diplomatique. Enfin voilà, c'est absolument exceptionnel. C'est une explosion, enfin une espèce un appétit, une ambition littéraire qui n'a jamais existé dans l'histoire du monde et peut-être n'existera jamais. Il n'y a jamais eu un monarque comme ça. Une obsession du livre et de vouloir tout contrôler. Qui se marie avec un paradoxe absolument fascinant, et ça c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais, mais ayant éduqué le sujet avec une loupe, c'est que le monarque, l'homme, l'empereur qui aimait tant les livres, qui aimait tant lire, est celui qui installe la censure la plus insupportable. Il étouffe la production littéraire française, il se met à dos tous les génies littéraires de son époque, Madame de Staël, Chateaubriand, au début Benjamin Constant, alors qu'il aurait été complètement capable de les séduire. Voilà, c'est incompréhensible, un des grands paradoxes de son histoire. Il se met tout le monde à dos. Et enfin, pour finir mon long résumé, il y a la chute, il y a Elbe et Sainte-Hélène, où il perd tout. C'est d'ailleurs pour ça que son histoire est absolument pharaonique, c'est que non seulement est-ce qu'il gagne tout, il conquiert le monde et l'Europe, mais il perd tout. Enfin, dans ces 15 ans, 20 ans, il y a des siècles compressés dans cette petite période. Il perd l'Empire, il se retrouve à Elbe, et ensuite à Sainte-Hélène, où il lui reste que les livres. Et là, la passion vraiment devient la première occupation. Il lit toute la journée à Sainte-Hélène, c'est la seule chose qu'il fait. Enfin, il dictait un petit peu au début, mais il lui manque des livres, et puis la maladie et la dépression va progressivement le manger jusqu'à qu'il devienne uniquement un lecteur. Et ça, c'est peut-être le portrait de l'empereur que je trouve le plus touchant. Il part de France après la deuxième abdication, il a peut-être 580 livres. Alors, ils font une escale à Madère au Portugal où il en commande d'autres, mais pendant les 16 premiers mois à Sainte-Hélène, ils ont 580 livres. C'est absolument insuffisant, ça lui dure 3 semaines, et après il rentre en dépression totale, jusqu'à 16 mois plus tard, la frégate anglaise, le Newcastle, HMS Newcastle, arrive sur Sainte-Hélène avec 1000 ou 2000 nouveaux livres, et là c'est
un enfant le matin de Noël, il ouvre les boîtes lui-même avec un marteau et un ciseau, ce qui est impensable pour l'empereur d'ouvrir les boîtes lui-même. Enfin, aujourd'hui, on comprend pas, mais que l'empereur ouvre les boîtes avec le marteau, enfin, c'est absolument impensable. Il reste que debout toute la nuit à lire les nouveaux arrivés. Marchand rentre dans la pièce de sa chambre à 7h ou 8h du matin et il dit « Ah, monsieur Marchand, je n'ai pas dormi, j'ai tout lu avec le pouce. » Voilà, il installe tout ça dans sa belle librairie et pendant les 4 dernières années de sa vie, voilà, c'est de la lecture. Il fait lire à voix haute les pièces de Corneille et de Voltaire, au grand désarroi de ce qu'on appelle les évangélistes de Sainte-Hélène, Marchand, Montholon, Bertrand, etc., qui n'en peuvent plus de ces dictées absolument infinissables. Mais lui, c'est sa passion. Quand il a perdu l'armée, il a perdu l'Empire, il ne lui reste que les livres. Il lit jusqu'à sa mort. Une des dernières choses qu'il lit, c'est les rêveries du maréchal de Saxe. Et il a la chance d'annoter quelques semaines, quelques jours avant sa mort, un des rares volumes de sa correspondance qui lui a atteint. Et c'est un Napoléon Bonaparte, comme Charles-Éloi Vial disait, sûrement le monarque le plus littéraire de l'histoire mondiale. Voilà, donc ça c'est un petit résumé de ce que j'ai essayé d'écrire, de l'histoire que j'ai essayé de raconter. Et vous savez, quand on demande aux historiens napoléoniens qu'est-ce que vous pensez de Napoléon, ils vous répondent toujours qu'ils ont un Napoléon préféré sur un autre. Il y en a qui aiment le premier consul, il y en a qui aiment le jeune à Brienne, il y en a qui aiment celui qui est sur Sainte-Hélène, déchu, dépressif, obèse. Moi j'aime le lecteur, je suis infiniment touché par l'image du lecteur et j'aimerais que ce soit une facette de sa vie qui soit infiniment mieux connue. Bah écoutez, c'est parfaitement résumé, tout ça, il n'y a pas grand chose à rajouter et ça donne vraiment envie de lire votre livre. Bon, quelques commentaires, mais vraiment très modestes, parce que j'ai pas étudié autant que vous la question. J'ai lu le Napoléon lecteur par-ci par-là lorsque je lisais des biographies ou des ouvrages sur lui, mais j'ai pas assez étudié la question pour pouvoir l'évoquer autant. Mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant, ce que j'avais pu lire par exemple, c'était que Napoléon avait fait installer les mêmes bibliothèques dans les différentes résidences dans lesquelles il allait, parce que c'était effectivement un frénétique de lecture, notamment la nuit, il dormait très peu, et pour pouvoir gagner du temps la nuit, savoir exactement où un livre pouvait se placer dans sa bibliothèque, il avait exactement la même bibliothèque reproduite. Ça, je trouve ça extraordinaire. Dans tous les endroits où il allait, il avait évidemment, lorsqu'il partait en campagne, une bibliothèque entière avec lui. J'ignorais cette anecdote sur Sainte-Hélène et l'arrivée de ces nouveaux livres. Je trouve ça assez génial et comme anecdote. Il était capable d'annoter à la fois de manière intelligente, par exemple, la guerre des Gaules de Jules César. J'ai un exemplaire, alors pas un exemplaire d'origine évidemment, mais j'ai un exemplaire de la guerre des Gaules de César annoté par Napoléon et avec des notes intéressantes. Enfin, je veux dire qu'on a juste à poser ça sur la table. C'est Napoléon qui commente Jules César. Je veux dire, c'est assez génial, comme rien que l'idée est géniale. Et il était aussi capable de corriger, en tout cas, de faire des commentaires sur la littérature romantique, comme Les Souffrances du jeune Werther de Goethe. Et je crois qu'il avait envoyé ces corrections à Goethe, qu'ils avaient trouvées assez pertinentes. Alors mieux, et c'est aussi un épisode que je raconte, c'est un épisode exceptionnel de l'épopée napoléonienne. Napoléon rencontre Goethe en 1807 à Erfurt. Et là, c'est absolument dingue parce que c'est le plus grand homme politique, le plus grand génie militaire de l'époque qui rencontre peut-être le plus grand homme de lettres. Et il y a cette espèce de petite romance qui dure 2 jours absolument adorable entre les deux hommes. Goethe va rester un fan toute sa vie. Enfin, Goethe rentre dans la pièce, la maison du gouverneur à Erfurt, où est Napoléon. Napoléon l'a fait appeler immédiatement, comme vous le dites justement, il était fan de Werther, et il voulait absolument rencontrer Goethe. Goethe arrive, Napoléon se rue sur lui dit mais quel âge avez-vous? Mais que vous êtes bien conservé? Avez-vous des femmes? Avez-vous des enfants? Mais racontez-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de la pièce de Voltaire-Mahomet? Enfin, en style typique napoléonien, le bombarde de 1500 questions. Alors Goethe, un peu gêné, essaie de répondre comme ça. Le lendemain, il lui remet la Légion d'honneur, et ça c'est vraiment quelque chose qui parle du charme de Napoléon, encore une fois, que Joachim Phoenix n'a pas du tout capturé. Goethe, un génie, la plus grande figure littéraire de l'histoire de l'Allemagne, est complètement sous le charme. Alors s'il était capable de charmer sur des sujets littéraires quelqu'un comme Goethe, enfin, il était capable de charmer tout le monde. Enfin, et Goethe nous dit effectivement qu'il fait des remarques absolument pertinentes sur la littérature, des critiques sur le théâtre de Voltaire qui ne sont pas du tout quelque chose d'amateur. Enfin, c'était aussi un grand penseur de tragédie, un grand commentateur littéraire. Donc il y a vraiment quelque chose là.
J'ai bien aimé le dernier petit tacle à Joaquin Phoenix comme ça en passant. J'ai bien aimé. Non, oui, et vous dites d'ailleurs que Napoléon, dans votre ouvrage, vous dites que Napoléon était à la fois un lecteur utilitariste, c'est-à-dire il lisait pour ses campagnes, qu'un lecteur romantique et de lecture pour se détendre et de pur plaisir. Vous évoquez Chateaubriand, vous avez raison sur le fait qu'effectivement il s'est mis à dos plusieurs grandes figures littéraires de cette époque, et ça fait partie aussi moi de mes incompréhensions, parce qu'il n'avait pas besoin de cette censure pour asseoir son pouvoir, ses victoires militaires et ces masses de granit administratives et politiques lui permettaient ce pouvoir, et les plébiscites étaient, même si certains étaient un peu peut-être exagérés, mais les plébiscites étaient à chaque fois triomphaux, donc il n'avait pas besoin de ça. Enfin bref, on refera pas ce débat. Chateaubriand quand même, voilà, je voulais juste parler de ça. Chateaubriand a quand même été, comme sur beaucoup de sujets avec Chateaubriand, assez changeant sur Napoléon, et il finira quand même dans ses mémoires d'outre-tombe. Il a tout un passage sur Napoléon où il l'admirait et il était fasciné par lui. Il l'a critiqué, il l'admirait, il a critiqué la religion catholique, puis il en a fait une ode extraordinaire. Enfin, Chateaubriand avait cette capacité à dire tout et son contraire selon ce qu'il arrangeait. Donc, j'aime beaucoup Chateaubriand, mais il a été plutôt changeant sur Napoléon. Stendhal admirait Napoléon, Dumas également. Il y avait quand même de grands noms de cette époque. Bon, c'est vrai que Madame de Staël était peut-être sa plus grande opposante, je ne sais pas, mais enfin bref, c'est vrai qu'il n'a pas toujours été très élégant avec le milieu littéraire, mais c'est comme ça. Est-ce que, peut-être pour terminer sur cet ouvrage, est-ce qu'on sait quel était son livre préféré, ou quels étaient ses livres préférés, que ce soit dans les essais ou dans les livres romantiques, dans les romans? Est-ce qu'on le sait, ça? Je ne sais pas. Alors oui, on le sait. Alors, il n'y a pas un livre préféré, mais il y a un panthéon, c'est assez clair. Il est obsessif avec les vies de Plutarque. Voilà, ça, elles sont partout. Elles sont à Fontainebleau, elles sont au Trianon, elles sont à Compiègne, elles sont dans les bibliothèques portatives, elles sont à Sainte-Hélène et elles sont à Brienne quand il est tout jeune. Enfin, ça, c'est les vies de Plutarque, c'est dans le panthéon. Il est fan de Voltaire, certains trucs de lui, pas tout. Notamment, il déteste la pièce de Voltaire qu'on appelle Mahomet ou le fanatisme. Et d'ailleurs, parce que c'est aussi quelque chose que je tacle un peu dans le livre, on dit que c'était un raciste, enfin, c'est absolument, ça n'a aucun sens. Il a un respect énorme pour le Coran et pour l'islam. Il fait traduire le Coran en français, il donne des copies à l'armée française, il dit on va traiter les imams de la même façon qu'on traitait les prêtres et les rabbins en Europe, il fait payer pour des cortèges de pèlerins à la Mecque, il fait célébrer l'anniversaire du prophète au Caire, enfin c'est absolument dingue, mais c'est un autre sujet. Donc les vies de Plutarque, absolument. Il adorait quelque chose qui était extrêmement lu à l'époque, qui aujourd'hui a complètement disparu. Plus personne n'en parle, mais à l'époque c'était vraiment un phare littéraire, qui sont les poèmes d'Ossian. Alors on pensait à l'époque que les poèmes d'Ossian venaient de Ossian, qui était un espèce d'Homère écossais, un barde, un conteur plutôt, du 1er siècle, en Écosse, donc gaélique, qui faisait ces poèmes épiques à la façon de l'Iliade et de l'Odyssée. Donc ces poèmes à l'époque ont été traduit, entre guillemets, par un écrivain du XVIIIe siècle qui s'appelle James Macpherson. Et James Macpherson disait « J'ai trouvé ces poèmes dans des chants et dans des traditions locales en Écosse, et je les ai traduits, je les ai modernisés. » Alors aujourd'hui, on sait que c'est faux, que James Macpherson a inventé Ossian et qu'il a écrit tous les poèmes. Alors c'est incompréhensible parce que si Macpherson les avait écrits lui-même et avait dit qu'il les avait écrits lui-même, il serait aujourd'hui un des poètes les plus connus du XVIIIe siècle. Mais pas du tout, c'est fraudulent, il ment, il dit qu'il les a découverts et pas qu'il les a écrits, donc James Macpherson aujourd'hui n'existe quasiment plus. Mais Napoléon en était dingue, il dit qu'il est supérieur à Homère, il fait sur le navire qui emmène le staff en Égypte, avec toute l'armée, la plus grande flotte, je le rappelle, qui n'a jamais été sur la Méditerranée, c'est la flotte française, à l'époque, bien sûr, plus aujourd'hui, mais à l'époque, qui emmène l'armée française en Égypte. Il fait des cours sur Ossian, notamment Junot s'endort sur le pont pendant un de ces trucs, voilà. Donc il en est passionné, il fait des tableaux, il fait faire des tableaux d'Ossian, il fait peindre Ossian dans sa librairie à Malmaison, voilà. Donc il en est fan absolument. Donc les vies de Plutarque,
Ossian, grand fan de Goethe et de Werther, grand fan du roman Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Alors il est vrai qu'à Sainte-Hélène, il change d'avis sur Bernardin de Saint-Pierre et il le critique d'une violence assez incompréhensible parce qu'effectivement il disait qu'il l'avait lu 6 ou 7 fois et il disait ce roman a du feu. Voilà, il était fan de ça. Il est un passionné de théâtre. J'ai aussi un chapitre sur le théâtre sur lui. Il fait pendant 15 ans une séance de théâtre par semaine. Religieusement. Il y va une fois par semaine pendant 15 ans et dans le théâtre, il y a un phare pour Napoléon et c'est Pierre Corneille. Il dit, alors mais rarement est-ce qu'il parle comme ça d'un autre auteur, il dit si Corneille était encore en vie je le ferais prince, je le ferais ministre, il dit Corneille a tout compris, sans être militaire, sans être politicien, il a compris le militaire, il a compris la guerre, il a compris la politique, il dit j'aurais aimé voir ce qu'un quelqu'un comme Corneille dirait de moi, j'aurais aimé que ce soit lui qui écrit ma postérité. Il est fan absolument de la pièce de Corneille qui est géniale d'ailleurs, qui s'appelle Cinna, qu'on appelle aussi la Clémence d'Auguste, une pièce où Auguste, trahi par ses collaborateurs, les pardonne à la fin. Voilà, pour Napoléon, c'est le triomphe de la politique, c'est comment manigancer, manœuvrer, manipuler, en utilisant la clémence pour sécuriser sa base de pouvoir. Voilà, pour Napoléon, tout ce qu'il aimait de toute manière, il n'était pas du tout fan des comédies, il trouvait que c'était vulgaire, il détestait ce qu'on appelle le genre mixte, où il y avait des tragicomiques, etc. Pour lui, le théâtre, c'était la grande tragédie, et la grande tragédie, c'est la politique. Il fait notamment beaucoup de commentaires sur des pièces de théâtre comme celle de Philippe le Bel, où il dit d'ailleurs que la pièce est assez mauvaise parce qu'elle montre Philippe le Bel comme un méchant dérangé, celui qui bien sûr massacre les Templiers. Il disait il ne fallait pas du tout faire ça, il fallait faire que c'était la raison d'État qui aurait poussé Philippe le Bel à centraliser le pouvoir. Voilà, donc je dirais Corneille, pour vous répondre encore une fois d'une version extrêmement longue à votre question, Corneille, Plutarque, Voltaire, Bernardin de Saint-Pierre, Goethe, c'est les phares. Mais bien sûr, il lit et il a une lecture extrêmement variée. J'ai vu dans les archives, d'ailleurs, il fait écrire et il sponsorise un travail sur le code pénal chinois. Enfin, c'est quelqu'un qui lit, il est abonné à des journaux de zoologie, des journaux de botanie. Enfin, il s'intéresse aux plantes, il s'intéresse à l'agriculture, il s'intéresse à la philosophie, à la musique, à l'histoire, etc., à tout, mais le point culminant, c'est l'histoire, c'est la politique, c'est l'affaire d'État. Merci beaucoup. Ça donne comme ça un bel aperçu des lectures de Napoléon, et puis ça donne encore plus envie, je pense, aux auditeurs de lire votre ouvrage, donc Napoléon lecteur. Alors pour ceux qui comprennent l'anglais, donc il va être disponible en anglais en mai prochain, puis pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Shakespeare, qui ne parviennent pas à la lire, il faudra attendre quelques mois en plus, mais voilà, je l'ai commencé et c'est vraiment très bien dès le début. Vous êtes adorable, c'est très gentil. Si je peux paraître un peu vulgaire, il est disponible dès maintenant en précommande. Donc si vous allez sur le Twitter, vous pouvez le commander. Il sera livré en mai, mais vous pouvez désormais l'acquérir si vous le souhaitez. Sans transition, enfin si, avec quand même une certaine logique dans la transition, mais après Napoléon lecteur, j'aimerais bien qu'on parle de Louis lecteur, de vous, vos lectures. D'abord, comment vous est né l'amour pour la littérature, parce qu'il n'est pas inné d'ailleurs, donc il y a forcément un déclenchement dans cette histoire d'amour avec la littérature, parce qu'on peut parler d'histoire d'amour avec la littérature, et puis on va essayer d'aborder vos lectures, vos goûts, vos auteurs favoris. Alors, par où vous voulez commencer? Par votre origine sur l'amour de la littérature? Bah écoutez, avec plaisir. Alors écoutez, moi je dois vous dire que je suis passionné de littérature, c'est un fait. Mais depuis 2-3 ans, je lis principalement de l'histoire.
J'ai étudié l'histoire et la philosophie, je lirai toujours de la philosophie, je lis de la philosophie en ce moment, je lis des romans, etc. Mais je dirais que 60 à 70% de mes lectures, c'est l'histoire, principalement l'histoire antique et l'histoire napoléonienne. Mais vous avez raison, effectivement, la littérature, comme vous d'ailleurs, ça reste une passion. Moi, mon amour pour ça, je dirais pour la lecture en général, je dois vous le dire parce que c'est la vérité, mais elle vient de mon père, qui m'a appris à lire. Alors quand je dis ça, il m'a pas appris le sens des signes. Il m'a appris l'importance de la littérature. Je suis très touché d'une phrase que John Adams dit à son fils, John Quincy, lui aussi qui va devenir président, quand il lui dit « Avec un poète dans la poche, tu ne seras jamais seul ». Et moi, c'est à peu près le même sentiment que mon père m'a traduit, non seulement pour la solitude, la lecture, mais l'importance de la culture et le fait que c'est si facile de penser qu'on est la première génération sur Terre. C'est si facile de penser qu'on est les premiers à sentir un déchirement, un brise-cœur, qu'on est les premiers à ressentir ces émotions. Or, derrière nous s'étend des dizaines de milliers d'années d'humains biologiquement identiques qui ont senti la même chose. Et il y en a tellement qu'il y a eu des génies et que tout a été écrit, quasiment tout. Donc c'est la meilleure réponse à tous les troubles émotionnels, à tous les drames, à toutes les tragédies, c'est de puiser dans ce puits incroyable qui est la culture humaine. Voilà, il suffit de regarder le passé pour comprendre qu'on n'est pas seul, qu'on ne sera jamais seul, et que toutes les leçons qu'on doit apprendre ont déjà été apprises, mieux, elles ont été écrites, et encore mieux, elles ont été écrites par des génies. Voilà, il suffit de plonger dans la littérature stoïque, par exemple, des premiers siècles, pour comprendre que c'est quelque chose de profondément humain, c'est pas du tout vieux, c'est pas du tout ancien, c'est complètement moderne, et c'est indispensable. Qu'est-ce que ça vous apporte, la littérature? Vous parlez des stoïciens, mais vous parlez également d'auteurs plus modernes. En fait, qu'est-ce que vous aimez dans la littérature, que ce soit la littérature romantique, historique, philosophique, etc. Et est-ce que vous voyez une certaine cohérence et un pont entre toutes ces littératures? Alors moi je viens chercher à peu près ce que tout le monde va chercher, c'est-à-dire des compagnons, des amis. Je viens aussi chercher du réconfort et du plaisir, parce que même si c'était pas utile, même s'il n'y avait pas de leçons à prendre, c'est quand même assez agréable de lire. C'est quelque chose de profondément indépendant et singulier. On peut pas lire à deux. Et au contraire du film, où le visage des personnages, l'intonation de la voix, le rythme de la parole est imposé, on la subit, on est cette sorte de spectateur, de cette victime de l'acteur, on est la victime du directeur, on est la victime du conseiller musical. Dans le livre, on crée tout. On est l'auteur de tout. On dessine le visage, on dessine l'intonation, on décide le ton. Alors bien sûr, l'auteur met le cap, mais tout le reste, c'est nous qui décidons. Donc ça permet, si vous voulez, cette création cinématographique dans nos têtes, qui reflète beaucoup plus sur nous-mêmes d'ailleurs que sur ce que l'auteur a écrit, mais voilà, moi, que je trouve absolument indispensable, ça permet de voyager. Je dis toujours cette phrase, j'avais prêté à un copain, à un pote, il y a des années, le roman de Gore Vidal, qui s'appelle Création, il me semble, qui est l'histoire dingue d'un jeune noble perse, bien sûr fictif, qui voyage 500 ans avant Jésus-Christ, en Chine, en Inde, en Grèce, etc. Le petit-fils de Zoroastre, le prophète de cette grande religion morte, le zoroastrianisme, qui n'existe plus aujourd'hui. Et je prête ce livre à mon pote, il me rappelle 3 semaines après, et il me dit « Je viens de rentrer du 5e siècle ». Et c'est exactement ça, c'est aussi proche qu'on a. Je ne peux pas me balader en romantique au 1er siècle, c'est impossible. Peut-être que les générations futures, quoique la physique quantique dit qu'on peut voyager en avant, en arrière, c'est plus compliqué, peut-être que ça ne sera jamais possible, je le souhaite, je ne peux pas y aller. Le plus proche que j'ai, c'est ces livres. Je ne pourrai jamais plus m'y approcher. Donc voilà ce que je recherche, moi, profondément dans la lecture historique, c'est de comprendre l'intime, de comprendre l'époque, et d'essayer de m'y retrouver, d'essayer de voyager. Et moi j'ai un respect énorme pour la culture humaine, la civilisation humaine, l'écrit humain, comment est-ce qu'on écrit, même si on va mourir, comment est-ce qu'on aime, comment est-ce qu'on compose.
face à la souffrance, à la tragédie qui nous attend. J'ai un respect immense pour ça, c'est la condition humaine, et je la cherche dans les âges passés, comme dans les âges aujourd'hui, dans la littérature, mais je dois avouer que je lis très peu de choses récentes, très peu de choses contemporaines. Ça faisait partie d'ailleurs de mes questions. Est-ce que dans la littérature contemporaine, vous trouvez des choses qui trouvent justement grâce à vos yeux, ou est-ce que vraiment rien du tout? Bah écoutez, je lis les livres d'histoire récents. Sur la recherche et l'archéologie, c'est essentiel. Mais dans la littérature, écoutez, Gore Vidal, c'est tout aussi ça a 30 ou 40 ans et c'est aussi récent que je lis, je pense. Et j'ai tort de faire ça, hein. Je dis pas du tout que c'est que de la merde aujourd'hui, si je peux me permettre le mot. Pas du tout, au contraire. Je suis sûr qu'il y a des génies, etc. Mais il y a tellement de classiques, il y a tellement de chefs-d'œuvre qu'avant d'arriver à quelque chose qui est écrit en 2021, faut un peu épuiser les époques passées quand même. Donc c'est sûrement ma faute, encore aucune leçon à donner là-dessus, mais dans la littérature, je lis quasiment que des choses d'il y a un moment. Pour préparer cette émission, enfin même si on l'a préparée tout en gardant le sens de l'agilité, mais pour préparer cette émission, je vous avais demandé quelques noms d'auteurs, d'ouvrages, etc. qui vous marquaient tout particulièrement. Vous m'avez fourni une belle liste. J'aimerais bien qu'on revienne sur 3 d'entre eux, et puis après on va revenir sur ceux que vous voulez évidemment, mais sur 3 d'entre eux déjà qui, moi, font partie de mon panthéon littéraire, c'est peut-être même dans mes 5-10 plus grands. Vous avez parlé des Misérables de Victor Hugo, de Dostoïevski et de Stefan Zweig. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être par Les Misérables, qui pour moi est peut-être le plus grand roman de tous les temps, enfin c'est le roman des romans. Qu'est-ce que vous aimez dans Les Misérables? C'est difficile comme question, parce qu'il y a tant de choses à aimer, mais pourquoi Les Misérables? Bah écoutez, je vais vous répondre quelque chose de totalement cliché et d'inintéressant. Moi je suis fou amoureux de Jean Valjean. Fou. Pour moi c'est la lumière, c'est l'objectif ultime, moral. Si on met ce personnage dans la tête des gamins et on leur dit voilà l'objectif, je pense qu'on n'a aucun souci à se faire pour le futur. Aucun. Il y a tout. L'intelligence, la bravoure, la modestie, l'amour passionnel, la bonté, l'empathie, enfin il résume absolument tout. Voilà. Dans l'histoire, c'est ça que j'aime, extrêmement touché par Cosette, bien sûr, etc. Mais Cosette n'existe pas sans lui. Il la protège, il l'élève, il la sauve des Thénardier absolument insupportables. Chez Hugo, tout est plus vrai que chez les autres. S'il y a un con dans Hugo, c'est l'archétype du con. Tout est horrible. Enfin, il a un talent surréaliste de peindre. Les Thénardier sont insupportables. Insupportable. Il réussit dans tout. Et quand il y a un héros, chez Hugo, comme Valjean, c'est l'icône. C'est le héros du héros. C'est vraiment la personne parfaite. Et puis l'écriture est dingue. Moi, je suis un grand fan d'Orwell et de Hemingway, que j'ai pas mis dans la liste, bien sûr, parce que j'avais déjà mis pas mal de noms, mais je serais ravi d'en parler. Et les deux icônes de la littérature anglo-saxonne se retrouvent un peu sur le style de l'écriture. Alors c'est un peu différent, mais en gros c'est des phrases courtes, des phrases déclaratives, des mots simples, un sens évident. Voilà les grandes règles, les grands piliers de leur écriture. Hugo, c'est pas ça. Hugo, il y a des phrases qui font la moitié de la page. Et moi, c'est très intimidant pour moi. Mais avec lui, c'est d'une fluidité sans nom. Je parlais du voyage en lisant les livres d'histoire, c'est 2 fois plus vrai avec Hugo. Les historiens que j'aime de tout mon cœur ont parfois du mal avec ça, surtout quand ils écrivent pour d'autres historiens. Ils écrivent peu pour un grand public, il y a moins d'importance sur le style et sur la beauté de l'écriture. Hugo, c'est le contraire, c'est d'une beauté sans nom. Même si l'histoire n'avait aucun intérêt, ça serait déjà de la musique. Mais là, on mélange une écriture absolument dingue, d'une beauté sans nom, avec la plus belle histoire, dans une période fascinante. Enfin, c'est sublime. Moi, je suis très touché par Marius aussi, qui lit, bien, qui redécouvre son père. Enfin, mais quelle histoire! Et je crois que c'est l'oncle ou le grand-père qui veut lui empêcher, ou le père de sa mère. Oui, et il redécouvre son père, il tombe fou amoureux de lui, et puis il est déçu, et puis de trouver cette fille qui se trouve être... Enfin, c'est dingue, voilà. Dans ce livre, il y a tout. Il manque rien, tout a été dit. Je pense à la phrase de Chateaubriand d'ailleurs qui dit après la mort de Napoléon, mais on va écrire quoi maintenant? On va parler de quoi?
Il était tout. Il avait tous les défauts, il avait toutes les qualités. Et maintenant que ce soleil a disparu, tout paraît ennuyant. Ben, une fois qu'on a lu Les Misérables, on est condamné à être déçu de tous les autres romans qu'on va lire. Voilà, tout a été dit. D'ailleurs, on dit que le français est la langue de Molière. Je trouve que c'est un scandale. On devrait dire que c'est la langue de Hugo avant tout. Oui, d'ailleurs, Victor Hugo écrivait dans ses carnets, je crois, qu'il voulait être Chateaubriand ou rien. Je trouvais cette phrase plutôt pas mal. Il a été Victor Hugo et c'est déjà pas mal. Et lorsqu'on demandait, je crois, à André Gide quel est le plus grand écrivain français de tous les temps, il avait dit Victor Hugo, virgule, hélas. Il avait rajouté ce petit hélas que je trouve très beau. Et là où vous avez exactement raison, et je trouve ce mot est parfaitement choisi pour Victor Hugo, c'est l'archétype. Et je trouve que Les Misérables, c'est une accumulation d'archétypes et de personnages qui sont en même temps des figures, qui sont en même temps des métaphores. Et vous avez entièrement raison, il y a le personnage de Javert aussi qui est exceptionnel. Le personnage de Javert, on va pas révéler la manière dont il termine et ce paradoxe face auquel il se situe vers la fin du roman qui est extraordinaire. Mais quelle trouvaille géniale que celle de Victor Hugo. Moi, il y a plein de phrases que j'aime beaucoup, cette différence entre la révolte, la révolution. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand il commence le chapitre sur Cambronne. Et le fameux mot de Cambronne qui, lorsque la garde anglaise lui dit à Waterloo de se rendre, Cambronne répond, et désolé pour les auditeurs, mais il répond merde. Et, et Victor Hugo écrit si le lecteur français veut être respecté, le plus beau mot qu'un Français ait prononcé dans l'histoire ne peut lui être répété. Je trouve ça génial. Et après, il rajoute inutile de déposer du sublime dans l'histoire. Je trouve ces deux phrases absolument merveilleuses et j'ai rien d'autre à dire sur Les Misérables que ça, tellement tout est dit. Bah oui, il a tout compris. C'est l'homme qui a tout compris, c'est l'homme qui a tout écrit. Javert, vous avez complètement raison. Moi, je vois Javert à chaque fois que je suis face à un bureaucrate. Je le vois. L'homme qui pense que le livre est plus important que l'homme. L'homme qui est obsédé par la règle. Ça se passe comme... C'est cette intransigeance, ce manque de flexibilité, je le vois partout. Et c'est la malédiction de lire Hugo, c'est que même si on termine le livre, les caractères restent avec nous à jamais et on les verra partout. Et alors justement, en parlant de Javert, on peut peut-être parler de Dostoïevski, de Crime et Châtiment par exemple. Crime et Châtiment, je rappelle, ce roman extraordinaire dans lequel Dostoïevski met en scène un homme qui tue une femme et sa sœur finalement, presque pour vérifier, c'est quand même incroyable comme roman, pour vérifier sa théorie. Est-ce qu'il n'y a que les plus grands hommes, est-ce qu'il n'y a que quelques rares hommes dans l'histoire qui sont capables comme ça de tuer ou de provoquer la mort d'individus et puis d'en être complètement indifférent, de ne pas éprouver ensuite de châtiment. Donc Crime et Châtiment, c'est quand même cette histoire, c'est quand même incroyable. Est-ce que ça fait partie de vos romans préférés de Dostoïevski ou lesquels vous ont marqué chez Dostoïevski? Non, moi je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à lire Dostoïevski. J'ai beaucoup de mal. Alors Raskolnikov, et je le trouve assez insupportable. Très peu. Et d'ailleurs, il est passionné de Napoléon. Il est obsessif de Napoléon. Et je le trouve, enfin, c'est exactement comme Dostoïevski le montre. Petit, méchant, mesquin, beaucoup plus bête qu'il ne se le pense de lui, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à lire Crime et Châtiment. J'ai été beaucoup plus séduit par un livre beaucoup moins connu de Dostoïevski. Alors, vous m'excusez, le titre en français, c'est Notes de la Maison des Morts, qu'on appelle aussi en anglais Notes from the Underground. Ah, c'est les carnets du sous-sol. Exactement, les carnets du sous-sol. Cet homme condamné à partir dans un camp de prison en Sibérie pour avoir, soi-disant, tué sa femme, il me semble. Voilà. Moi, j'ai été extrêmement touché par ce roman, moins par affection pour le caractère, plus pour les paysages, la scène, l'amitié liée avec le chien Charik en prison, etc. Très touché. Et bien sûr, les frères Karamazov. Mais moi, quand je lis ça, tout est sombre, tout est noir, tout le monde est bourré. L'alcool pèse sur toutes les scènes. Enfin, c'est terrible. Moi, je lis ça le soir, je peux pas dormir. Enfin, c'est vraiment un effort pour moi de lire Dostoïevski. C'est parfois un plaisir, souvent un effort. Hugo, c'est l'inverse. C'est souvent un plaisir, rarement un effort. Donc Dostoïevski, bien sûr, je me le suis fait parce que c'est obligatoire, parce qu'on ne peut pas lire et ne pas lire Dostoïevski. Mais voilà, j'ai du mal. J'ai beaucoup d'affection pour Alyosha. C'est le seul qui a un peu de lumière. Le père est une ordure sans nom. Le frère militaire est insupportable. Le génie athée
et moi je suis athée, voilà, etc. Donc théoriquement, intellectuellement, j'aurais dû être avec lui. Pas du tout. Moi, je suis complètement séduit par le jeune Alyosha, qui est la seule bouffée de fraîcheur, la seule lueur de ce livre immense qui m'a mis 3 mois à finir, quelque chose comme ça. Voilà. Donc moi, je suis ravi d'entendre vos opinions sur Dostoïevski, mais en fait, je suis un grand amateur de lui. Je connais très mal et j'ai du mal à l'approcher. Et Stefan Zweig, pourquoi? Est-ce que c'est plus pour ses biographies historiques ou pour ses romans et nouvelles que vous l'avez retenu, Stefan Zweig? Zweig, c'est différent. C'est le premier livre que j'ai vraiment lu, c'est Le joueur d'échecs. C'est le premier vrai texte qui a été suivi d'une méditation assez profonde. Je devais avoir 14 ou 15 ans. Tout ce que j'ai lu avant, j'y comprenais rien. Là, il y a un débloc avec Zweig. Zweig, pour moi, c'est l'Europe. Le joueur d'échecs, c'est la noblesse face à la persécution nazie. J'ai beaucoup aussi ce petit roman La Peur. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est 6 ou 7 petites histoires de Zweig, dont une, c'est la femme qui trompe son mari, et finalement qui est pardonnée à la fin, qui est très touchante. Mais il y a aussi le bouquiniste Mendel. Je ne sais pas si vous avez lu ça, l'histoire de c'est un vieil homme qu'on retrouve tous les jours dans un café de Vienne, il me semble, et il lit toute la journée. Toujours à la même table, en buvant toujours le même café, toujours avec les mêmes cigarettes, et c'est tout ce qu'il fait. Et juste sur Zweig, la plus belle chose, je pense, qu'il ait écrit, c'est La collection invisible. Et c'est bouleversant. Alors, rarement est-ce qu'un texte m'a amené si proche de fondre en larmes. C'est La collection invisible, ça se lit en 45 minutes. C'est alors un jeune marchand d'art qui a besoin de nouveaux revenus et qui cherche dans les listes de ses anciens clients. Et il tombe sur un nom d'un monsieur qui collectionnait beaucoup d'art. Donc il va le voir. Il prend le train, il me semble, il va le voir, et il découvre que ce monsieur est aveugle, mais passionné d'art, extrêmement connaisseur, etc. Et ce monsieur vit avec sa femme et sa fille. Il reste tous les tableaux, mais sans lui dire, la femme et la fille ont vendu tous les tableaux, parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et ils n'ont jamais eu le courage de lui dire. Et donc le marchand d'art s'en rend compte immédiatement, et le vieux monsieur aveugle dit « Monsieur, est-ce que vous pouvez, faites-moi plaisir, visitons ma collection ensemble ?» Et il prend toile vide après toile vide, en les décrivant comme si elles étaient là, alors qu'elles ne le sont plus. Et il y a la mère et la fille à côté en larmes, le marchand d'art qui essaye de garder son sérieux, de ne pas fondre lui aussi, et c'est la passion de cet homme pour une collection qui n'existe plus, et la question est dingue, est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on lui dit pas, les filles supplient de ne pas le dire, et voilà, pour moi c'est une émotion qui est surréaliste. Voilà. J'ai énormément aimé Le joueur d'échecs, très touchant, mais pour moi, La collection invisible, c'est le panthéon de l'émotion dans la littérature. Bah écoutez, merci, parce que je l'ai jamais lu, celui-ci, donc je me suis noté là pendant que vous parliez, je me le suis noté. Moi, comme vous, j'ai adoré Le joueur d'échecs, j'ai adoré La confusion des sentiments, j'ai adoré certains de ses courts romans, mais j'aime surtout chez lui ses biographies historiques. Celle de Marie Stuart pour moi est somptueuse, celle de Marie-Antoinette, celle de Fouché, également Amerigo, qui est un court récit, Amerigo peut-être moins connu que les autres, mais dans lequel il revient sur pourquoi Amerigo Vespucci a donné son nom au continent américain alors qu'il n'en a jamais voulu, ne l'a jamais souhaité, et qui était cet homme, et pourquoi c'est assez incroyable que finalement on ait retenu Amerigo pour donner ce nom au continent américain, alors qu'on aurait pu en imaginer d'autres. Donc c'est vraiment un très court texte, mais extraordinaire sur Amerigo Vespucci, et sur les suites, et sur les explications, et parfois sur comment l'histoire est assez étonnante, et comment l'histoire peut s'emparer d'hommes, alors qu'eux-mêmes n'auraient jamais voulu forcément qu'on les retienne comme ça, en tout cas. Oui, absolument. Et alors, vraiment, il faut vérifier ça, mais je suis quasiment certain que Stefan Zweig écrit l'oration funéraire de Sigmund Freud, parce qu'il avait écrit une biographie de Freud. Et il écrit le discours, je crois, il prononce le discours à l'enterrement de Freud. Et c'est bouleversant. C'est l'homme qui a réinventé la psychologie, la philosophie, la musique, enfin, ça aussi, c'est magnifique. Moi, je vous rejoins. Alors, j'ai jamais lu Marie-Antoinette, j'ai jamais lu Fouché, mais j'ai lu Marie Stuart. Et c'est... Alors,
Et là, c'est vraiment le rencontre parfait parce que c'est une vie absolument surréaliste qui sort direct de Shakespeare avec Zweig comme écrivain. Donc le mélange est absolument dingue. C'est tragique comme au possible. La tromperie, le mari qui se fait sauter. Je crois le premier attentat à la bombe de l'histoire mondiale. Ils font sauter ce pauvre mari, ce pauvre prince, etc. Il fait vivre ça comme personne d'autre. Ça me montre que ce qu'on manque aujourd'hui, on a des biographes et des biographies très académiques, très justes, très vraies. Il nous manque le grand romancier de génie qui écrit des biographies non fictives. Alors peut-être qu'il existe et que juste par mon manque de culture je ne sais pas qui c'est, mais il y a un trou, il me semble, là. J'aime les biographies académiques, je lis ça toute la journée, mais il manque ces grands portraits où on mélange le meilleur du roman et le meilleur de l'histoire. Oui, c'est vrai, mais parce que aussi les éditeurs vont souvent publier des biographies faites par des historiens qui vont sortir de l'université, de l'académie, etc., et qui ont ce style académique. Mais vous avez raison que depuis Zweig, on n'a peut-être pas eu de biographie romancée aussi belle que celle-ci, et celle sur Mary Stuart est sûrement ma préférée. Aussi parce que j'ai un souvenir où juste après l'avoir lu, je suis allé visiter l'Écosse avec mon épouse qui venait également de la lire, et donc on retrouvait les lieux du roman, enfin de la biographie de Stefan Zweig en direct, et c'était assez fascinant de voir comme ça juste après l'avoir lu les lieux. Donc il y a aussi ce rapport, et on pourra en parler des heures là aussi, mais de la littérature et des livres qui nous ont marqués à certains moments de notre vie, qui peut-être n'auraient pas eu la même puissance émotionnelle à d'autres moments. Est-ce que vous avez un roman, pas forcément, d'ailleurs tout le monde n'en a pas forcément un, mais ce qu'on appelle un roman de table de chevet, c'est-à-dire un roman ou même un essai ou un ouvrage historique que vous lisez régulièrement, que vous lisez souvent, peut-être quotidiennement, je sais pas, est-ce qu'il y en a un comme ça sur lequel vous revenez souvent, ou est-ce que vous êtes plutôt le genre de lecteur à changer, à ne pas revenir sur un livre que vous avez aimé? Non, je reviens souvent sur certains livres. Je vais vous décevoir, ce n'est pas un roman. Je dirais pas que c'est mon livre préféré, parce que je pense pas avoir un livre préféré, mais c'est le livre que je mettrai en premier dans les mains de mon fils ou de ma fille le jour où ils arrivent. Et c'est Les Lettres aux jeunes contrariens de Christopher Hitchens. C'est un petit livre de 120 ou 130 pages. Alors Christopher Hitchens, grand journaliste britannique, qui a passé une vie fascinante de zone de guerre en zone de guerre, qui était un grand débatteur de religion, de philosophie, de politique, qui était un maverick qui s'est fait bien plus d'ennemis que d'amis, un écrivain de génie, toujours au contre-courant, toujours se méfiait des foules, se méfiait de l'opinion publique, se méfiait de l'orthodoxie, et il écrit ce petit texte où il emmène le lecteur. Le texte est écrit comme une lettre, hein, cher X, elle est adressée au lecteur, et voilà, c'est adressé au lecteur qui, à chaque fois qu'une opinion présentée par la majorité arrive, il se sent automatiquement en envie de l'opposer. Voilà, c'est pour l'amour du contraire, l'amour de l'indépendantisme. Et moi, je suis extrêmement séduit par ce livre. Et je pense d'ailleurs que c'est son meilleur livre, avec lourde référence sur tous les grands génies de l'indépendantisme politique. Enfin, c'est les soviétiques anti-soviètes, les nazis anti-nazis. Enfin, c'est toujours, voilà, ils cherchent les individus avec le grand I, c'est les gens qui vont contre la marée. Et moi, je suis très séduit par cette image. Bah écoutez, en tout cas, on a fait un joli tour déjà de vos lectures. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier roman, un dernier ouvrage que vous voudriez évoquer? Forcément, on va être frustré. Vous auriez voulu parler de tant de livres, mais ça sera peut-être l'occasion de revenir. Ça va vous fournir peut-être l'occasion de revenir, de continuer à parler de littérature. On pourra en parler des heures, mais est-ce que vous voulez en parler d'un tout dernier avant de conclure? Oui, alors je vous fais une recommandation qui a pris 3 mois de ma vie l'année dernière, qui était une révélation totale. Et c'est le roman de Eiji Yoshikawa, et c'est le roman qui s'appelle Musashi, sur la vie du vrai samouraï du XVIIe siècle, Miyamoto Musashi, un homme incroyable, celui qui a écrit le livre des 5 anneaux, qui est encore aujourd'hui dans la liste des best-sellers tous les ans, enfin qui est un livre phare encore aujourd'hui. Et Yoshikawa écrit ce roman, c'est 988 pages, et la totalité du livre se construit, mène à un événement qui se passe sur la dernière page.
Donc on a 988 pages pour penser à ce truc, et ça se passe, et le livre finit. Alors moi j'ai lu ça, je savais que ça allait arriver sur la dernière page, j'ai gardé les 30 dernières pages, j'ai attendu une météo parfaite, j'ai commandé des verres et une carafe de saké traditionnel, j'ai acheté un saké traditionnel magnifique chez une amie qui a une boutique japonaise, et je me suis mis en coucher de soleil. J'ai dit à ma femme que je l'aimais mais qu'il fallait qu'elle me laisse tranquille pendant 1 heure, et j'ai fini ce livre sous un coucher de soleil, et c'était incroyable. C'était une expérience transcendante. Alors c'est un effort de dingue parce que c'est extrêmement long, mais ça se lit très facilement. Musashi de Eiji Yoshikawa. Bah écoutez, je l'ai lu également et je vous rejoins absolument dans cette recommandation que je fais également aux auditeurs. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ça fait partie moi des romans qui m'ont le plus marqué dans ma vie, que j'ai lu il y a quelques années et qui est absolument génial. C'est pas un samouraï tel qu'on se le dit qui enchaîne les combats, etc. Il les enchaîne, mais pour un but autre que celui vraiment d'être le plus fort, etc. C'est vraiment passionnant comme roman, un roman à la fois initiatique, poétique, épique, c'est extraordinaire. Et alors pour les amateurs de manga, parce que je sais qu'il y en a dans mes auditeurs, le manga Vagabond, qui est un des plus beaux mangas de tous les temps, est inspiré de ce roman de Musashi. Donc ça raconte l'histoire de Miyamoto Musashi, un manga non achevé tellement il est époustouflant au niveau esthétique. C'est peut-être le manga le mieux dessiné de tous les temps. Et il est adapté de ce roman. C'est le mangaka s'appelle Takehiko Inoue. Il a aussi fait le manga Slam Dunk, qui est plus connu, qui parle de basket. Mais voilà, donc parmi ses grands chefs-d'œuvre, et c'est l'un des meilleurs mangaka du moment, il y a Vagabond, qui est adapté de ce roman de Musashi. Donc voilà, s'il y a des amateurs de manga parmi les auditeurs, ils pourront faire le rapprochement. Mais le roman est beaucoup plus profond que le manga, qui quand même arrive à refléter cette profondeur, mais le roman il parvient encore mieux à mon sens. Bah écoutez, Louis, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Ça a été passionnant à la fois sur le film Napoléon, sur votre ouvrage qui va arriver, puis sur vos lectures. Et sur vos lectures, je sens que voilà, on n'a pas réussi à faire le tour de toutes vos lectures, de toutes vos passions, etc. Donc j'espère que vous reviendrez un jour sur ce salon littéraire pour parler d'autres ouvrages, d'autres auteurs qui vous plaisent. Bah, écoutez, merci pour votre invitation, merci pour votre conversation, c'était absolument fascinant, et bien évidemment, moi vous me dites quand, et je serai ravi de revenir pour parler de littérature, pour parler de Napoléon, et aussi peut-être pour vous montrer certains de mes artefacts que je collectionne ici. J'ai 3 lettres de l'empereur, une centaine de pièces romaines, j'ai des armes d'à peu près toutes les époques. Donc moi, je serais ravi de les présenter à vos auditeurs. Oui, on fera ça. On fera ça avec grand plaisir, et c'est aussi un élément qui m'intéresse. Je pense qu'on les présentera, comme je vous disais, dans une vidéo YouTube. Ça sera plus adapté au format, mais peut-être pour donner envie aux futurs spectateurs de cette vidéo. Vous êtes collectionneur, c'est ça? Quel type d'artefact vous avez, sans aller dans les détails, mais juste un peu de teasing, comme vous dites chez vous? Alors, bah écoutez, bien sûr, je sais que vos auditeurs ne peuvent pas voir, mais vous, Adrien, je vais vous montrer quand même quelque chose. Alors, j'ai 3 lettres de Napoléon Bonaparte. Alors, comme vous voyez ici, une lettre absolument surréaliste qui est écrite au général Colli, qui est l'Autrichien qui commande les forces du Piédmont. Donc c'est une lettre absolument dingue. J'ai une lettre de Napoléon vers son beau-fils Eugène, qui est écrit en mai 1805. Alors la lettre que j'ai concerne la loi de conscription en Italie pour l'année 1805-1806, mais c'est une de 6 lettres envoyé par Napoléon à Eugène ce jour-là. Donc voilà, c'est un aspect dans lequel on n'a pas parlé de Napoléon, mais c'était un écrivain de lettres absolument incroyable. Il à un moment, je pense début 1807, il y a 19 lettres par jour en moyenne. Enfin, il écrivait comme un dingue. Parfois, il rendait fou ses collaborateurs par ses instructions incessantes, mais c'était un aspect dingue de lui, voilà. J'ai aussi une centaine de pièces grecques, romaines, et certains objets du Moyen-Âge, dont des broches. Vous savez, c'est cette chose qui n'existe plus du tout, mais qui était cruciale à l'époque où on pinait la cape ou le surmanteau sur les vêtements. J'ai des pierres d'un peu partout, des murs de Théodose, de Constantinople, des murs de la ville d'Athènes. J'ai une mèche de cheveux du 2e président américain John Adams, donnée par mon meilleur ami. J'ai des pistolets de duel de 1789 faits par un grand armurier français de l'époque. J'ai des armes longues à peu près de toutes les époques britanniques,
classiques, que ça soit le Brown Bess Mousquet, que ça soit le Martini Henry, j'ai 2 Lee Enfield, enfin voilà. Donc vous voyez, il y a quand même une grande étendue, et moi je serais ravi de vous les présenter dans le prochain épisode qu'on fera ensemble. Eh ben, ça donne envie. En tout cas, ça donne envie, puis ça donne le rendez-vous aux éditeurs pour une prochaine séance de salon littéraire. Nous allons parler de littérature, d'histoire et donc de collection. On pourra également peut-être évoquer aussi toutes les collections autour de la littérature. Il y a beaucoup de choses à en dire. Écoutez, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du salon littéraire. Louis, merci beaucoup encore une fois d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Je vous dis prenez soin de vous, lisez des livres, puis à très bientôt pour un nouvel épisode du salon littéraire. Au revoir. Merci Adrien.